Con nosotros desde Chile tenemos a la señora Elizabeth Gómez Herrera. Hola, ¿cómo está Elizabeth? Hola, con mucha pena, mucha tristeza. Mi esposo tiene COVID persistente. Mi esposo ya lleva 1 año con el COVID persistente. En Europa, al menos de COVID persistente se habla, no lo suficientemente, pero se habla. Pero de lo que entiendo, de lo que me está diciendo usted, en Chile no es ni siquiera un tema, no se habla del COVID persistente. No, ni un doctor cree. Les mandan a hacer exámenes, tras exámenes, que él tiene que viajar para todos lados, porque yo tampoco lo puedo acompañar por mi trabajo. Porque igual tenemos 2 hijitas, una de 3 y una de 8 años. Igual se nos ha complicado mucho el tema, sobre todo la situación económica, que tenemos que pagar todo. No, Es un gasto, usted supiera cuánto ya hemos gastado, hemos ocupado todos nuestros recursos. y supongo que si el COVID persistente no es reconocido, no es algo, una enfermedad, algo reconocido en Chile, eso quiere decir que no tienen ni siquiera apoyo ni económico. Nada. De la institución, como le digo, que a la que él pertenece, lo han tratado de mentiroso, le han hecho la vida imposible. Así hemos estado. Hemos golpeado puerta por todos lados, nadie nos ha querido ayudar. Y ya no sé qué más hacer. Es la incertidumbre. A mí, por lo menos en mi trabajo, cuando estuve contagiado y los síntomas, no me creyeron. No, que decían que no, que el COVID provoca esto nomás, que es respiratorio. Pero, ¿cómo asegurar eso si está recién empezando el COVID en el mundo, me entiendes? Sí. Entonces, aseguran cosas que no son. No me creyeron. Fuimos poco menos tratados de mentirosos. A mí poco menos me trataron de mentiroso, así que, y seguían, no, usted está bien, no, usted sí puede, no, si los exámenes no le arroja nada, usted está bien, usted está mintiendo, lo suyo es psicológico. Entonces, la mayoría de los doctores tratan de indicar que es psicológico los dolores, lo cual obviamente no lo es. No lo es, no asimilan de que el COVID persistente existe. Entonces, claro, se lavan las manos y dicen, no, es psicológico lo tuyo y hasta ahí nomás quedan atención médica. Como le digo, deben haber muchas más personas como yo, tal vez en peores situaciones que yo, pero el Seguro. COVID persistente existe y si no nos apoyamos entre nosotros, nadie lo va a hacer. Yo lo entendí así porque yo me sentía solo contra, es como David contra Goliat, solo contra la enfermedad. Y aparte de la enfermedad, hay que debatir con médicos. Entonces, si no me siento así, imagínense los demás, no reciben ayuda y se pueden estar hundiendo, pueden entrar en alguna depresión y la depresión puede conllevar a otras situaciones peores también, pues. Entonces, yo por lo menos he tratado de luchar por salir adelante porque tengo una familia detrás y trato de salir adelante, pero la situación es difícil. Lo único que le digo a los demás personas que mantengan COVID persistente, que se apoyen entre ellos. Sirve harto un grupo de COVID persistente por sus países, sirve para brindarse apoyo, para entregar información, sirve como para subir a la moral en sí, para que sepan, como le decía usted, no están solos, porque así no evita tal vez algún tipo de depresión. Yo lo pasé, por eso digo, yo lo pasé, me sentía solo, ¿cómo? Decía, ¿cómo puede ser solo acá en la región? Después ya vi que en el país no había información, entonces, ¿cómo yo de tanto podía ser, justo tú te tocó COVID, te enfermaste y te quedaste con síntomas persistentes? No, acá nada, acá ven y vamos a tratar de hacer algo por ti, pero no
no sabemos cómo ayudarte, pero vamos a tratar de hacer algo por ti. Son algunos doctores que tratan de ayudarte, no todos. Entonces, como digo, no hay protocolo, no hay ayuda, puras trabas, miles de trabas. El reconocimiento del Ministerio de Salud, el reconocimiento del gobierno de Chile, como lo indicó la Organización Mundial de la Salud, que manifestó que los estados ayudaran a estas personas con COVID persistente. Y ojalá el señor presidente o el señor ministro o la persona que sea encargada y tenga la potestad, que por favor lo haga, porque de verdad son insoportables los síntomas que por lo menos yo mantengo, son insoportables. Felipe, ha sido un placer conocerte, pero ha sido una pena conocer tu historia. Con nosotros desde España tenemos a la señora Alicia Pumares. Buenas tardes, Alicia. ¿Cómo está? Buenas tardes. Pasando. Aguantando y Eso. esperando. Tengo esperanzas. Y de eso vamos a hablar, porque, bueno, usted está aquí con nosotros hoy día porque tiene un ser querido que tiene COVID persistente, su hija Elizabeth. Cuéntenos un poco sobre usted y obviamente sobre quién es Elizabeth. Bueno, yo soy una madre de 71 años que afortunadamente tengo 3 maravillosos hijos y una de ellas es Elizabeth, la cual tuvo la mala suerte de ser COVID persistente. No pedimos nada, no pedimos dinero, pedimos salud. Es lo mínimo que se puede tener una persona. Mi hija tiene 35 años, es que está en la flor de su vida y no puede tirar para adelante con su familia. Es muy doloroso para una madre ver cómo su hija está casi peor que yo con 71 años. Obviamente no es solo cuestión de cómo sufre y cómo vive esta enfermedad la persona que tiene COVID persistente, pero es todas las personas que están en su vida, ¿no? Esto de tener a alguien que tiene COVID persistente en su vida y el entender y conocer esta enfermedad, porque como usted sabrá, en muchos países todavía no hay el reconocimiento del COVID persistente, no se entiende lo que es. Y hay gente que también no le cree mucho, que es una cosa que a veces te da después del COVID. Usted tiene a su hija que lo tiene. ¿Esto ha cambiado su actitud hacia el virus? ¿Tiene más cuidado? ¿Piensa más? O... Por supuestísimo. Yo ahora, cuando veo a la gente, los jóvenes que van a hacer las fiestas, siento mucha pena porque no se dan cuenta de que ellos pueden caer. Y cuando caes, para levantarte cuesta mucho. Y hay muchos que no levantan, hay muchos que se van. Y todavía la gente que no cree, que no les toque. Yo solo pido que no les toque. De verdad, no les deseo a nadie que tenga este sufrimiento. Este maldito virus, perdónenme la expresión, nos está matando poco a poco. A los que no lo tuvieron, a los que lo tienen, a los que persisten y a los que podemos tenerlo. Y no nos damos cuenta, no somos conscientes. No lo entiendo. ¿Cómo puede haber gente que todavía dude? No lo puedo entender. COVID persistente es una de las circunstancias más desconcertantes que he podido enfrentar en mi vida. No me podía imaginar que una enfermedad conllevase todo esto y sobre todo no me podía imaginar hasta qué punto el extremo de una enfermedad puede ser tan dispar. Es que se escapa de toda lógica. No entra dentro de nada que haya escuchado o que pudiera haber leído o visto. Y tampoco es que yo sea la persona más inteligente del planeta, pero no sé, es que es muy loco. Es muy loco.
Es desconcertante, es incertidumbre, es miedo y llega al punto del absurdo. Parece que estás viviendo en el camarote de los hermanos Marx constantemente, pero dentro de ti, y tu cuerpo no lo reconoces y tampoco reconoces las sensaciones que estás teniendo. No sabes por qué tienes de pronto calor y el termómetro no marca nada, pero sin embargo tú sabes que es que no es normal, estás sudando muchísimo y el termómetro no marca nada. Se te acerca la gente y calor desprendes. O al contrario, en el mismo día. Estás helada, estás congelada, el termómetro no marca nada. Es un poco resumen de cuán loco y desconcertante puede ser. Incertidumbre. Si tuviera que resumir una palabra sería incertidumbre. Me encuentro fuerte actualmente y eso también es extraño. Eso también es una incertidumbre. ¿Por qué ahora no estoy tan mal como hace un año? También hay que dar visibilidad a ese proceso. La gente como yo que tiene síntomas que, a menos que convivas conmigo, esa vida que sí, pero no. Esa vida que parece normal, pero no lo es. En casos como el mío, que hay que tener la suerte de que cuando llegas al especialista, que ese día tengas el síntoma visible y que no parezca que te apetece darte un paseo por los hospitales porque tu vida no tiene nada mejor que hacer, pues eso, necesitas un abordaje multidisciplinar para intentar equilibrar un poco. Es un gasto de personal, de presupuesto, de tiempo, que a menudo concluye con frustración por todas las partes. Tanto los pacientes como los profesionales se cansan de este peregrinaje para no tener respuestas. Las pruebas por norma general, excepto en personas que, por desgracia, tienen alteraciones fuertes, salen normales. ¿Cómo le explicas a una persona que sus gráficas, sus controles, sus pruebas son normales, pero su vida sigue partida por la mitad, sigue sin poder ser el mismo? Ni siquiera un cuarto de lo que solía ser. Es muy frustrante para los doctores, es muy frustrante para los pacientes. Los pacientes se desesperan, piensan que están mal, que son ellos los culpables de sentirse así, y no es así. Tú no tienes culpa de tener una enfermedad, no puedes ser culpable de una enfermedad. Es que aunque hubiera sido tan grácil de decir, ay, pues me voy a contagiar a ver qué es, inmunidad de rebaño, y te hubieras contagiado a propósito, sigues sin poder controlar cómo tu cuerpo desarrolla esa enfermedad. Tú no tienes culpa, no lo puedes controlar. Y si no lo puedes controlar, no puedes sentirte culpable. Bueno, puedes, pero no es justo. No es justo. Hay que quererse bien y hay que reclamar que te dejen quererte bien. Hay que reclamar que si no hay tratamiento y te sientes mal, no pasa nada, pero que al menos no te digan no te curas porque no quieres o buscas pruebas porque te aburres, ¿no? La gente tiene necesidades y hasta que esta enfermedad no esté bien descrita, hasta que esta enfermedad no se conozca realmente, hasta que no podamos demostrar que estas inflamaciones endoteliales se dan en regiones concretas porque no hay pruebas que se puedan desarrollar. Las pruebas que hay no están protocolizadas. Los países más punteros no tienen acceso común a estas pruebas. ¿Qué le vas a pedir a una persona que está enferma? ¿Qué le vas a pedir? Simplemente están desesperados. Quieren respuestas y quieren, sobre todo, estar sanos. ¿Quién no querría eso? ¿Quién no querría estar sano? ¿Quién no querría hacer todo lo que esté en su mano por seguir con su vida? ¿Quién no querría saber si de aquí a 5 años le va a pasar algo? No podemos adelantar el tiempo. Tener esa angustia es normal y es natural, y lo natural suele ser bueno. Y en este caso es bueno porque tienes que estar pendiente
¿no? Porque imagínate que a lo mejor es el COVID o algo previo y dentro de unos años necesitas un abordaje de algo que has desarrollado, necesitas cuidarte. Es algo natural, es necesario en este caso además de natural, necesario. Claro, pero también es cuestión de, como dices tú, uno busca respuestas, no las tienes, y sí, es una angustia, porque obviamente uno quiere entender, quiere saber, ¿y cuándo voy a estar bien? ¿Y qué se puede hacer para estar bien? Y si no las hay, no las hay, porque es todo muy nuevo, es un virus nuevo, es una enfermedad nueva, y una enfermedad nueva además que hace, como dijimos, lo que le dé la gana. No tiene un criterio base que uno dice, bueno, ya sé lo que va a pasar. Pero es cuestión de que el país tiene que reconocer la enfermedad, pero después de reconocer hay un montón de cosas que hacer, ¿no? Porque crear esos protocolos y de ahí seguir esos protocolos, ¿no? Estamos hablando casi de la remodelación de gran parte del sistema, pero desde los cimientos, porque estamos hablando de que por fin tenemos pruebas fehacientes de que un virus es la causa de una sintomatología X, que en muchos casos se va a llegar a parecer a otra sintomatología por otras causas. Es algo que en cierto sentido también te da un poquito de fuerza extra para seguir peleando por los derechos de los pacientes y por la mejora de este sistema. Porque podemos conseguir mejorar la calidad de vida no solo del COVID persistente, sino de otras personas. Pero la importancia de centrar las fuerzas en el COVID persistente es porque es la oportunidad más excepcional que tenemos de hacerlo bien, de hacer una correcta descripción de la enfermedad, una correcta descripción y protocolización de comorbilidades que pueda haber, una correcta protocolización de medidas preventivas, que es súper importante. Podemos hacer una protocolización de un abordaje psicosocial para pacientes. Podemos hacer un abordaje de cómo mejorar el sistema asistencial, tanto para los trabajadores dentro de ese sistema como para los enfermos. Podemos tomar de este horror y generar algo bueno, generar algo que sea un beneficio más allá de tanto dolor. Creo que es una oportunidad única y que de verdad tenemos ese chance, lo necesitamos. With us, we have Patricia Ramirez and Lucia Chavez from Texas, USA. We were living in Mexico City, but since my sister got sick, we need to come here to take care of her. Nuri enfermó desde marzo del año pasado. Ella pues ha tenido que cambiar totalmente su modo de vida porque esto no le ha permitido continuar con su rutina. Vinimos para acá porque ella necesitaba ayuda y han pasado meses y aún no se recupera. She was a very active person and she always had to do something. She was taking classes of something or she was working. Now she's a different person. Yeah. Y incluso le han dicho que no, que eso es algún problema mental. Y es muy difícil para las demás personas entender que eso pasa. Ahora que se están vacunando cuando tienen esos síntomas, pues logran entender un poquito porque dicen, si me dio un dolor de cabeza que sentía que me explotaba o que sentía que me moría.
y lo han tenido 1 o 2 días por efectos de la vacuna. Entonces, toda la gente que está sufriendo el long COVID, eso lo ha tenido durante meses y meses y meses. I remember getting into the shower and just sitting down because it was terrible. And I think some of the times I was like almost unconscious because the time frame of all of that is kind of blurry, you know. During those days, I was like lay on the couch sometimes, and I was like waking up and I see like it's noon. And then I was like, I need to eat something. I wasn't truly hungry, but I was like, I need to eat because if not, I won't be able to fight this, whatever it is. Yes, I used to live by myself, so I didn't have anybody. I called my friends who live here, but you know, they were like, yeah, if you want, I can go to pick you up and take you to the OR. But I was like, what about if I have the virus and I give that to you? I don't want to risk you. So every time that I thought about going to the hospital, I was like, no, I can not give this to someone else, you know? So I tried to hold on. And I was telling my friends, like, just stay on the phone for an hour with me. If this doesn't go better or I cannot handle it, then I will ask you to come. You know, but yeah, it was awful. Some of my friends, they were really nice with me, and they will, you know, like buy things in the supermarket and leave it at the door. But yeah, it was like it was really, really messy. Like I feel like now in some things I'm so much better, and when I look back, I don't know how how I went through all of that. Well, now it decreased. In the beginning, in all this time, I have made a list of 53 symptoms, and it seems like I still have like 31, 32. They don't come all together. So it's like one day I have 5 symptoms, then I have 2 days that I have 2 slight symptoms, and then I get kind of a relapse and I get 8 symptoms. And you already explained, and we can see it from not only your descriptions of the symptoms, but also what you were telling us that you used to do before you got sick, that you were volunteering, working in a museum, and then what you had to stop, that you had to start working remotely and so on. And with your description of your symptoms, we can see that obviously life has changed. Your life has changed with having long COVID. What would you say is the biggest change? I will say more than one. One is the energy. My levels of energy are completely not the same. You know, like my 100% before is like, now when I'm feeling the best is just 40, maybe 50% of what I could do before. So for me, it's a big difference because first, I don't have as many energy as I used to. I had for sometimes memory fog, you know, like I was forgetting even things that I commonly do at my work. I couldn't focus to read, which is something that I really enjoy. Also the back pain and the arms pain. Sometimes on one of my hobbies is to draw, or I love to read. And when I get sick, I stop doing that because I grab a pencil and after an hour, my hand starts to hurt so much. So it's like I cannot do that anymore. I cannot read well because I don't focus more than 4 pages, for example. So I would say, yeah, it has changed me in every way, like physically, mentally, and of course also emotionally. You know, it doesn't matter how strong you can be. This is like just hit you as a storm or a hurricane.
and it completely changed your world. So now I notice that even at work, I'm not as productive as I used to be. Like I used to be like maybe one of the top 5 on my team, and now I'm like the 10, the 20, and I try to do my best, but I cannot keep up doing too many things at the same time. Sometimes I don't have the clarity in my mind. Other times I try to do fast and I can't, even if I try to keep myself positive, like is your spirit is one and your mind is one, but then your body is doing completely the opposite. Well, for me, it means something starts to attack your body. It doesn't matter how much you do. It's like it throws you down. It completely changed your life, and it also does to your loved ones, because you cannot keep doing as much activity as you used to. And even if some doctors say that this is anxiety, I don't think it is. Maybe when you try to get help and they don't respond as you expect, yes, that might cause us frustration and anxiety, but that's not the main cause. So I will say that, yeah, long COVID is something that completely changed your life. Nobody is completely, how you say it, you can be really strong, but it's not enough to beat this sometimes, On a Alexandra Lestage. Bonjour Alexandra, comment vas-tu? Bonjour, ça va. Tu es ici avec nous parce que tu as un être proche à toi qui a Covid long. Si tu peux nous parler de lui. Alors effectivement, oui, c'est mon mari qui est Covid long. Mathieu, c'est mon mari depuis 17 ans. On est mariés depuis 17 ans. Je le connais depuis 26 ans. C'est quelqu'un qui est dynamique, qui va toujours faire plein d'activités, qui est toujours partant pour les activités qu'on lui propose. C'est quelqu'un qui va au bout de ses limites, qui repousse toujours, qui s'arrête jamais. Il fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, il ne travaille plus depuis 10 mois parce qu'il est Covid long. Il a attrapé le Covid au mois d'octobre. Donc, on pense que c'est sur son lieu de travail, mais on n'est pas sûr. Voilà, parce qu'à l'époque, on ne sortait pas beaucoup. Et puis, donc aujourd'hui, il n'a toujours pas pu reprendre le travail parce qu'il a des problèmes neurologiques. Il ne peut pas conduire, donc il ne peut pas se rendre sur son lieu de travail. Et puis, au bout d'à peu près 1 heure et demie d'activité, selon l'intensité de l'activité, il a le corps qui lâche ou les tremblements qui s'intensifient et il ne peut plus bouger. Des fois, il ne peut plus parler. Donc, ce n'est pas facile pour lui. Mais vous étiez au courant avant de la fin de l'année dernière qu'il y avait cette chose qui s'appelait long Covid long, où c'était vraiment une surprise que Mathieu a eu Covid et après ça Ouais, en fait, on n'en avait pas entendu parler du tout quand nous, on entendait que pour les jeunes de notre âge, c'était une simple grippe, que ça allait passer si on n'avait aucun souci de santé. Au bout de 3-4 jours, on s'en sortait, 1 semaine, voire un petit peu de fatigue derrière, mais pas plus. Socialement parlant, c'est assez difficile. Non seulement il ne peut pas travailler, il ne peut pas conduire, il est dépendant de tout le monde. En plus, il ne voyait personne, il ne faisait aucune activité. C'est vrai que pour quelqu'un qui est très, très actif, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué, en plus de la maladie, parce qu'il y a toujours l'inquiétude de savoir si ça va s'améliorer. Et Mathieu, il n'est pas à 100% de ses capacités. De mémoire, on lui a posé la question il y a quelques jours. Il a dit « je suis à peine à 40% de mes capacités ». Donc, c'est difficile. Et puis,
c'est des problèmes neurologiques. Donc, c'est vrai que les médecins ne savent pas, c'est une nouvelle maladie, on est quand même dans l'abstrait et c'est vrai que c'est pas évident. C'est ça qui inquiète et c'est ça qui fait que les autres, ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui n'ont pas Covid long, ne comprennent pas. Non? C'est ça. Ça, c'est extrêmement difficile. Je dirais que c'est une partie qui est assez douloureuse parce que Mathieu, il a reçu des commentaires sur Facebook parce qu'il s'est fait un point d'honneur à communiquer sur sa maladie. Ce n'est pas pour se mettre en avant ni pour qu'on le plaigne, c'est parce que justement, il veut expliquer aux gens que lui, même en ayant fait attention, il a quand même attrapé et aujourd'hui, il se retrouve dans l'état où il est. Et quand vous avez des gens en face qui sont sceptiques, je me souviens d'une conversation qu'il y a eu après un article qu'il avait fait, alors je ne sais plus avec quel journaliste, mais où on lui écrit sur les commentaires fake news. Franchement, venez le voir au quotidien et après tous les gens qui le connaissent, ils voient bien qu'il ne fait pas semblant, il le voit dans son état. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. On a l'impression que c'est loin, que c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais malheureusement, c'est bien réel et nous, dans l'association, on connaît malheureusement beaucoup de monde et on en voit de plus en plus. Donc, c'est ça qui est inquiétant aussi, c'est que ce n'est pas un cas isolé. J'ai été infecté au mois d'octobre. Les premiers symptômes sont arrivés le 12 octobre 2020. Au début, j'ai cru à un rhume parce que en fait, j'avais mal à la gorge, j'avais le nez qui coulait. Enfin, c'était vraiment des symptômes très basiques et je ne me suis pas méfié. Généralement, en fait, quand je suis malade, ce qui m'arrive très rarement, je n'ai jamais été malade dans ma vie, à part des petits rhumes. Et ça, au bout de 2-3 jours, ça passe. C'est ce qui s'est passé. Donc, on était le lundi, le mercredi, j'allais bien. Le nez qui coule, le rhume était passé. Je me suis dit, c'est bon, ça y est, c'est passé, c'est fini. Malheureusement, le jeudi, les symptômes sont revenus. Mal de gorge, mal de tête, courbature, comme si j'avais de la fièvre, mais je n'en avais pas. Et là, je me suis dit que c'était bizarre quand même parce que ça revenait plus fort, mais je n'y ai pas prêté attention. Le vendredi, je suis retourné au travail et je manquais de force, je manquais de dynamisme, alors que je suis quelqu'un de très actif. Et j'ai dit à mes collègues, il y a un truc qui ne va pas, les gars, j'ai pas de force, ça ne va pas du tout. Donc, je suis rentré chez moi. Et le soir, ma femme m'avait préparé un repas, un gibier en sauce, donc quelque chose qui a beaucoup de goût et qui sent très bon normalement. J'ai pas senti d'odeur particulière. Le soir, nous avons mangé. Et quand j'ai eu le plat devant les yeux, je me suis dit, je vais me régaler, c'est top. Et en fait, quand je l'ai mis dans la bouche, malheureusement, ça n'avait aucune saveur. J'avais perdu le goût et l'odorat. Et donc là, on a commencé à en parler avec mon épouse, mais sans que ça nous inquiète. On s'est dit, OK, il y a le Covid, mais bon, je vais tenir le coup et ça va aller. Le lendemain, c'était le samedi. On en a parlé plus sérieusement parce que les courbatures, les maux de tête s'intensifiaient et je ne sentais plus rien du tout. Donc, j'ai vu un médecin en visio qui m'a dit que je faisais un Covid, mais bénin, pour la simple et bonne raison que j'étais jeune, dynamique, en pleine forme physique. Je n'avais aucune comorbidité, donc j'allais être malade une quinzaine de jours grand maximum, et puis c'était fini. Elle m'a donné quand même des antibiotiques pour protéger mes poumons. Et la semaine s'est passée, je dormais 18 à 20 heures par jour. J'avais mal de tête, j'étais fatigué comme pas possible. Et je me suis dit que c'était une semaine ou 10 jours et puis c'était fini. On arrive à au 15e jour. J'étais toujours dans le même état, toujours aussi fatigué. Les maux de tête commençaient à diminuer un peu, les courbatures aussi. Et donc, j'ai refait mon 3e test PCR.
qui est à nouveau revenu positif. À ce moment-là, en fait, j'ai eu le médecin et j'étais de plus en plus essoufflé. Les maux de tête étaient toujours là, mais un peu moins forts. Et je lui ai dit que c'était pas normal, que je regardais les infos, on disait qu'on était malade 15 jours seulement, pas 3 semaines, et que j'étais sorti du cadre. Alors elle m'a dit effectivement que je faisais un Covid modéré et que j'avais peut-être probablement eu une charge virale plus importante que certains malades, mais qu'il ne fallait pas s'inquiéter, ça allait bien se passer. Effectivement, 2-3 jours après, je me sentais moins fatigué dans le sens où j'ai pu me lever du lit et j'avais à peu près les idées claires, j'étais moins fatigué. J'ai pu me déplacer dans la maison quelques minutes et je me suis dit que depuis 3 semaines, je ne faisais rien. Donc, j'ai essayé de préparer le repas pour mon épouse et ranger 1 ou 2 casseroles qui traînaient. Sauf que là, malheureusement, c'est là que j'ai envie de dire que tout a commencé, que la catastrophe a commencé. Mon cœur est monté dans les tours, c'est-à-dire que je l'ai senti battre fort dans ma poitrine. Il me faisait mal. Je perdais mes esprits, je perdais la notion du temps, je perdais ce que j'avais envie de faire. Je pensais à quelque chose et je l'oubliais instantanément. Et j'ai perdu mes forces. Force dans les bras, force dans les jambes. Mes jambes ne me portaient plus. Donc, j'ai réussi à aller jusqu'au canapé, à m'allonger. Et à ce moment-là, en fait, mon épouse est rentrée. Je lui ai expliqué ce qui m'arrivait. Et donc, on n'a pas réfléchi. On a appelé le SAMU. Et le SAMU a dit qu'il ne fallait pas rester comme ça, qu'il fallait monter en urgence dans une voiture et qu'il fallait aller au plus vite à l'hôpital, car il y avait une suspicion d'embolie pulmonaire. Donc, c'est ma femme qui a pris le volant, mais malheureusement, dans la voiture, je n'ai pas pu finir le trajet. C'est les pompiers qui m'ont récupéré en urgence sur l'autoroute avec un pouls tachycarde à 150 pulsations minutes. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'étais en désaturation, j'oscillais entre 93 et 94% d'oxygène dans le sang. Je perdais complètement la notion de parole. Je savais, on me parlait, je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Première chose que je me souviens, c'est quand on m'a amené faire mon scanner thoracique. Je suis passé par le couloir où il y avait tous les Covid qui étaient intubés ou sous masque à oxygène. Et là, je me suis dit que ce n'était pas ma place. Je ne pouvais pas rester là. Donc, quand j'étais dans ce lit, je me suis dit que ce n'était pas ma place, que j'étais un quarantenaire, que ma vie n'était pas finie. Et donc, qu'il fallait que je m'en sorte. Il fallait que… L'expression que j'utilise, c'est qu'il fallait que je me mette un coup de pied au cul pour ne pas mourir. Donc déjà, je peux t'assurer que quand tu repars avec ça sous le bras, que tu as failli mourir, en fait… là, tu te dis qu'une chose, c'est que, OK, je ne suis pas mort, mais donc il va falloir que je vive. Et la semaine d'après, malheureusement, quand j'ai fait mes analyses sanguines et qu'elles n'étaient pas bonnes et que je suis à nouveau reparti à l'hôpital, là, pour le coup, le moral n'y était plus. Et j'ai craqué à l'hôpital, j'ai pleuré et j'ai demandé à l'urgentiste qui était avec moi que je sois pris en charge. Je ne pouvais pas toutes les semaines repartir à l'hôpital pour qu'on me dise que j'allais mourir ou que… c'était pas normal. Moi qui n'étais jamais malade, c'était pas normal qu'en quasiment 8 jours de temps, j'aille 2 fois à l'hôpital. Malheureusement, moi, ce qui m'arrivait, c'était qu'on était quasiment à plus d'1 mois après les premiers symptômes et j'avais toujours des douleurs et il y avait des nouveaux symptômes qui étaient arrivés. J'avais des tremblements toute la journée, toute la nuit. Mon corps tremblait. Et d'ailleurs, je tremble toujours aujourd'hui. Là, j'ai vu le docteur Slama Dorsaf qui m'a expliqué que effectivement, tous les problèmes que j'avais étaient générés par l'infection du Covid-19 et que ils en connaissaient pas assez pour savoir comment ça allait évoluer, si ça se soignait, si ça se réparait et dans combien de temps ça se réparerait.
et si je retrouverais mes compétences à 100%. Aujourd'hui, on est à 10 mois. J'ai vu plein de spécialistes, des pneumologues, des cardiologues, des neurologues. J'ai fait des IRM thoraciques, des IRM cérébrales, des échographies cardiaques. J'ai vu 3 neurologues qui m'ont dit que mon système nerveux autonome était touché. C'est pour ça que je tremble. J'ai aussi des problèmes neurologiques, des problèmes au cerveau. C'est pour ça que j'ai ce problème de brouillard cérébral avec cette perte de coordination, ces problèmes de gestion à l'effort. Et donc, c'est ce qui m'empêche aujourd'hui de pouvoir conduire, de pouvoir faire un effort long et répété. J'étais quelqu'un qui pouvait courir 10 km ou faire du roller pendant 10 km. J'ai fait des courses dans la boue, ça s'appelle des no limit race. J'ai fait des parcours naturels en forêt avec des parcours qui duraient des fois 2-3 heures. Aujourd'hui, j'en suis réduit à pouvoir faire 2 km, et encore en forçant. Et après, malheureusement, si je force trop, soit je refais un malaise, ou alors après, je suis obligé de me déplacer en fauteuil roulant parce que malheureusement, mes jambes ne me portent plus. Du moment que je ne suis pas autonome, que je ne peux pas conduire et que j'ai une autonomie, on va dire, réduite, en gros d'1 heure, selon l'activité et selon l'intensité. Si je fais quelque chose de très dur, je réduis mon autonomie de moitié, j'ai plus qu'une demi-heure. Et derrière, je ne peux plus marcher ou je ne peux plus parler, je ne peux plus lever les bras. Enfin, je ne peux plus vivre. En fait, j'ai l'impression que ma vie, elle est en pause depuis 10 mois. J'espère et j'ai envie que ma vie reprenne comme avant. Et le problème, c'est que personne ne peut me dire quand. Et surtout, est-ce que je serai capable de faire ce que je pouvais faire avant? Mais vivre normalement, déjà, c'est ça pour moi l'essentiel. Aujourd'hui, j'ai un quotidien qui est aménagé. Je suis obligé de chronométrer mes activités et de doser l'intensité parce que je sais pertinemment que sinon, je ne vais pas finir ou je vais aggraver mes symptômes. Et dans ce cas-là, malheureusement, je vais vers un malaise où je me mets en danger, où je mets en danger les autres, malheureusement. Si je prends le volant aujourd'hui, je me mets en danger et je mets en danger les autres. Donc, je suis contraint de me déplacer à pied. Malheureusement, me déplacer à pied, j'ai une autonomie de 2 km. Et 2 km, malheureusement, tu ne fais rien. Mes médecins m'ont dit qu'aujourd'hui, je vivais une deuxième vie. C'était ma deuxième vie parce que malheureusement, il va falloir que je m'adapte à la maladie. Il a fallu un certain temps pour que je l'accepte. Je pense que j'ai la force mentale pour le faire. Je veux bien faire des concessions, comme je te l'ai dit, par exemple, ne plus faire une course dans la boue, j'ai envie de te dire que dans une vie, ce n'est pas nécessaire. Mais par contre, aller au travail, ça c'est nécessaire, c'est même obligatoire. Pour vivre, il faut bien avoir une rémunération. Aujourd'hui, ça fait 10 mois que je ne travaille pas. J'ai la chance que mon boulot ait accepté mon arrêt maladie et accepté de me payer pendant mon arrêt maladie. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains ont perdu leur travail et se retrouvent donc sans rémunération. Malgré tout, il faut continuer à payer les loyers, à payer les assurances, à payer la nourriture, bien sûr. Il y a la rentrée qui arrive d'ici quelques temps, la rentrée scolaire, que ce soit en France ou dans tous les autres pays. Une personne adulte qui a des enfants et qui n'a plus de rémunération ne peut pas vivre correctement. Et comme on a déjà dit et on peut voir, ce n'est pas une question de si tu es en forme, si tu es jeune, ça ira bien parce qu'on te voit, malheureusement. tu es en forme et ce sont trop des symptômes, trop des problèmes chaque jour. Il ne faut pas oublier que c'est chaque jour, chaque moment de chaque journée depuis 10 mois. J'aimerais bien que tu dises,
Aux personnes qui ont compris seulement maintenant qu'ils ont Covid long, ou même des personnes comme toi qui l'ont depuis 10 mois ou plus, qu'est-ce que tu lui dis de faire, de ne pas faire, de penser, de ne pas penser à un message, je ne sais pas. En fait, je pense que c'est ce que je me dis tous les jours, c'est que je vais guérir, que je vais aller mieux, que je vais retrouver ma vie et qu'il ne faut pas perdre espoir. Je sais que ce n'est pas facile tous les jours, mais je me le dis tous les jours. Je suis en vie. J'ai eu la chance de ne pas mourir. Donc, je vais retrouver ma vie. Je vais retrouver mes capacités. Et je pense que l'ensemble des personnes qui sont comme moi doivent tenir le coup. Je sais que c'est facile à dire et que ce n'est pas facile à faire, mais qu'il faut tenir. Pour ceux qui ne sont pas malades, je ne le souhaite pas du tout, mais alors pas du tout, d'être malade. Qu'ils se protègent au maximum, qu'ils respectent les gestes barrières, les mesures sanitaires. Ce n'est pas pour les embêter, mais c'est pour les maintenir en vie.